On a fait single d'or, single de platine sur l'épisode 3 Les Mains Libres qui sont un vrai succès, disque d'or sur son premier album, et il me fait écouter une maquette donc de Use, qui à l'époque ne s'appelait pas Use, et je tombe fou quoi du morceau. J'appelle le numéro, j'explique à la personne justement que voilà, que je suis avec un artiste américain, que j'ai envie de le faire exposer, etc. Il me dit ouais, moi je pars à Saint-Tropez, j'ai pas vraiment le temps de gérer tout ça. Est-ce que Paris c'est pas le lieu au final où tout se passe globalement ? Oui. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'envers du décor, le podcast où on aborde tous les sujets de l'audiovisuel et on invite les acteurs à l'intérieur. Aujourd'hui je suis avec Vincent, Enchanté. Vince pour les intimes. C'est ça. Comment tu vas ? Ça. Super, et toi ? Ça va nickel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu quel travail tu fais aujourd'hui Ok. pour que les gens apprennent à te découvrir ? Ouais, pas de souci. Alors du coup, je travaille dans le milieu de la musique, également du management. Je travaille pour le label Play2 qui est à Boulogne, donc un des plus gros labels indépendants français. Et donc je travaille surtout sur toute la partie graphique, communication, donc sur les différents pôles. Et à côté de ça, j'ai monté aussi ma propre structure de management, donc qui s'appelle Boulevard du Spleen Records, où on manage avec mon associé du coup qui s'appelle Clémence Perrin, à peu près 4 artistes en management et aussi tout un service de distribution là-dedans. Voilà. Ok. Assez complet du coup. Ouais, assez complet. Ouais. Comment est-ce que t'es tombé là-dedans ? Ça a été quoi ton éveil dans tout ça, dans l'univers de la musique, dans la direction artistique, le management aussi ? Ouais, alors, je suis désolé si je fais un monologue ou quoi que ce soit, mais Vas-y, fonce, on est là pour ça. alors, j'ai d'abord commencé par travailler dans une galerie d'art, donc dans mon petit village qui s'appelle Céré, qui est dans le sud de la France. Donc, je commençais typiquement par travailler donc la communication, tout ce qui est flyer, les affiches. Donc pour cette galerie-là, quand il y avait des vernissages, des expos, etc. À ce moment-là, j'avais grave envie de bosser avec des artistes dans la musique, bosser sur leur image, leur communication, toutes ces choses-là. Donc j'avais rencontré un pote justement qui commençait à faire de la musique et que j'ai directement épaulé sur le travail sur l'image, sur la communication, sur toutes ces choses-là. Et typiquement, le premier vrai projet sur lequel je me suis vraiment impliqué à fond, donc c'est le projet Yuzma. Et donc c'est ce premier artiste avec qui j'ai commencé à bosser, qui m'a fait écouter une première maquette, etc. Et après tout en a découlé. On s'est rencontrés avec Hughes. Et voilà, après on a commencé à bosser ensemble à partir de zéro, quoi, sur toute sa communication, son image, toutes ces choses-là. Et du coup, quand t'étais jeune, c'était quoi ton rapport avec la musique ? Parce qu'aujourd'hui, t'es full dedans, là. Ouais, full dedans. Mon rapport avec la musique, je pense que c'est surtout ta sensibilité avec la musique, ouais. Je pense que c'est surtout avec mes parents, mon père et ma mère, mais principalement mon père qui écoutait beaucoup de musique. Donc avec ma sœur parce que j'ai une sœur jumelle. Et donc on a plein de souvenirs, plein de vieilles VHS, comme beaucoup de familles justement, où on nous voit danser sur plein de musiques très très variées comme du Bob Marley ou de la chanson française ou du rock. Donc je pense que ça vient vraiment de là, quoi, tout cet amour là pour la musique. Et le rap aujourd'hui, c'était quoi ton attachement avec le rap ? Le rap, ça m'est venu quand même vachement plus tard. C'est-à-dire que même, je pense qu'au collège, j'en écoutais pas beaucoup. J'étais plus sur de la pop. Michael Jackson, je pense que c'est ce que j'écoutais plus au collège. Et j'écoutais aussi un peu de musique avec mon père, donc du rock, AC/DC, Led Zepp, les Doors. Et du coup, pas beaucoup de rap, honnêtement. Et c'est quand je suis arrivé au lycée, j'ai vraiment commencé à m'y mettre. Un peu plus sur du rap US, mais pas du tout du rap actuel. Je pense que j'ai d'abord commencé par écouter... donc du vieux rap, Nas, Biggie, Tupac, donc tous ces classiques. Et le rap français, j'avoue que ça arrivait un peu plus tard. Je pense qu'à l'époque, quand j'ai commencé à m'y mettre, c'était beaucoup plus du boom bap, donc vraiment des choses très classiques là-dedans. Et maintenant, après, je pense que c'est en découvrant différents styles, différents artistes. Peut-être aussi en commençant en bossant avec Hughes ou avec ce premier artiste donc qui s'appelait BR à l'époque. Mais voilà, et typiquement c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Et au niveau parcours scolaire, t'as fait des études vraiment dans le design, la DA, tout ça ou non, pas du tout ? Franchement pas du tout. Genre dedans c'est full autodidacte. Je suis vraiment sorti du lycée sans diplôme. J'ai fait des petits boulots et après directement au lycée je faisais une option histoire de l'art.
Mais je pense qu'on en parlera aussi un peu de tout ce rapport-là Ouais, carrément. avec la peinture. Ouais. Et donc directement après, on enchaînait des petits boulots, donc j'ai pu travailler dans cette galerie. Mhm. Euh, et voilà, grosso modo, comment Ok. ça a pu se faire. Mais non, pas du tout de formation sur l'image, Mhm. sur tout ce qui est... Non, non, vraiment, c'était full autodidacte. J'ai un peu appris tout seul. Ok. Donc voilà. Et quand tu dis autodidacte, du coup, ça a été quoi? Ça a été plus rencontrer des gens, apprendre par eux, YouTube, Internet? Ouais, je pense Comment ça s'est passé? plus Internet, plus... bah, typiquement, genre, je pense que les premières choses que j'ai essayé de faire, c'était plus des petites photos un peu à Mhm. l'argentique, un peu au téléphone, Ouais. des petites retouches un peu par-ci par-là sur Lightroom ou autre. Et après, un peu d'édit. Je pense qu'à un moment donné, je suis tombé fou amoureux de tout ce qui est typo. Ouais. J'adore ça vraiment. Il me manque forcément beaucoup de bases hein, là-dedans. Donc, mais j'adore en tout cas, j'adore ça vraiment. C'est quelque chose qui me passionne, je pense. Ouais. Plus que peut-être j'aime beaucoup l'image, mais ce que j'aime vraiment, c'est voilà, c'est tout ce qui est sur la typographie, etc. Genre, je suis vraiment très très fan de tout ça. Et voilà. Et du coup, on parlait de Use tout à l'heure, Mhm. qui est aujourd'hui au cœur de ton activité un petit Oui, peu, oui, oui, très clairement. malgré tout ce que tu fais à côté. Très très clairement. Ça a été quoi ta rencontre avec lui, tes premiers projets avec lui? Comment vous en êtes arrivé à là aujourd'hui avec cette relation qui a l'air assez forte Oui, quand on oui, écoute oui, ses non, oui, sons, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de big up à toi dans ces sons. Ouais. Ah ouais, non, c'est sûr. Oui, au-delà du côté professionnel Ouais. qu'on a ensemble, c'est sûr que c'est mon ami, c'est mon bro. Et du coup, donc avec Hughes, on se connaissait depuis le collège. Ok. On s'était rencontrés au collège, où justement, comme je t'expliquais en off, on a eu des petits différends à un moment donné pour des Ouais. histoires de filles, etc. Et typiquement après, donc je me retrouve à une soirée avec donc BR, le Mhm. premier artiste avec qui j'ai commencé à bosser sur l'image, et il me fait écouter une maquette donc de Use, qui à l'époque ne s'appelait pas Use, Ouais. qui avait pas encore son blaze, et je tombe fou quoi du morceau. Je suis vraiment et donc directement je lui demande qui Mhm. c'est, et il me dit c'est Use, etc. Au début j'avais trop du mal à le croire. J'étais en mode Ouais, c'est ouais. pas possible, surtout près de chez nous, on n'avait pas beaucoup d'artistes comme ça, et encore moins dans mon petit village, parce Mhm. que c'est moins de 10 000 habitants, c'est vraiment pas gros. Et si bien que tellement que j'adore le morceau, et à ce moment-là, je pense que c'est la première vraie révélation où je me dis, il y a quelque chose à faire, il faut que Ouais. tu fonces, il faut que tu fasses quelque chose. Si bien que, comme je t'ai expliqué, le lendemain même, je lui dis, amène-moi chez lui, quoi. Donc le lendemain Ouais. même, on est chez lui, on se serre la main un peu solennellement en disant, viens, on enterre l'âge de guerre, etc. Bah, Ouais. c'était des histoires de collège. Et donc à ce moment-là, je lui dis, écoute, c'est quoi tes objectifs, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai envie de bosser sur toi, sur ton image, ta communication. À l'époque, il avait rien. Ouais. Donc pas de compte Instagram, pas de réseau, pas de plateforme, pas de SoundCloud, pas de YouTube, vraiment Donc rien. vraiment, t'es arrivé en mode je prends le management, je prends ta DA, et Ouais, c'est moi, c'est vraiment, ça qui me fait kiffer le ouais, son. vraiment. Je lui ai dit, c'est quoi tes objectifs? Et à ce moment-là, et justement, j'ai vu avant de venir justement ici, Mhm. pour voir si je pouvais, je lui ai demandé l'autorisation, si je pouvais lui demander sa réponse, parce que je Ouais. lui ai demandé quel était c'est quoi ton objectif. Et moi, au début, je me suis dit, je veux faire un stade de France, Ouais. je veux vendre des millions de disques, etc. Et pas du tout. À ce moment-là, il m'a dit, je veux faire mieux que mon père. Je veux prouver à mon père que je peux faire mieux que lui, parce que son père est aussi dans la musique. D'accord. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais ok, pas de souci, ok, Ouais, ça ouais. marche. Et je lui dis, comment tu veux qu'on commence? Tu veux qu'on commence par quoi, etc. Et lui, à ce moment-là, il débutait aussi, mais tout comme moi Ouais. là-dedans. Et il me dit, moi, je veux pas être sur YouTube, je veux pas être sur les plateformes. Enfin bref, un peu, Mhm. voilà, un peu encore, Underground. ouais, voilà, un peu Ouais. underground. Et puis je pense qu'il avait besoin aussi de prendre confiance en lui. On n'y avait Ouais. encore rien sorti, aucune maquette ni Mhm. rien. Et, euh, et donc je lui dis, à l'époque, il y avait encore SoundCloud qui fonctionnait bien. Ouais. Et donc je lui dis, bah viens, on crée ton profil, je crée tes réseaux, on réfléchit sur l'image, sur tes premières covers, tes premiers titres, Mhm. etc. Donc vraiment, c'était à l'époque, donc il n'y avait pas encore des choses que maintenant je peux faire, qui sont un peu plus sur de la strat de Ouais. sortie, etc. Et donc voilà comment on a commencé avec lui jusqu'à justement sa rencontre avec son manager, Mhm. donc Imakouken Ferrat. Qu'il avait déjà à l'époque? Non, 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 Ok, ok. il l'a rencontré un peu plus tard, et qu'il a amené justement chez Play2, etc. Donc D'accord. voilà, donc on a vraiment commencé à zéro en 2017 jusqu'à sa rencontre avec son manager, sa signature chez Play2, Mhm. son premier single d'or Ouais. et son premier concert complet à l'Élysée Montmartre dernièrement. Il y a pas longtemps, ouais. Voilà, Ça doit être exactement. quelque chose, ça. Vraiment, c'était fou, c'était fou, Et c'était fou. c'est quoi qui va te faire kiffer, toi, dans tout ça, dans l'image, dans la strat, le management, etc.
C'est quoi qui te fait vibrer? Je pense par rapport à ça, c'est plus de me dire. Après, personnellement, je pense que c'est de pouvoir se dire j'ai mis un bout de moi, j'ai mis un bout de ma personne là-dedans, dans ce projet-là. Euh, Aussi, et sans, je pense, sans vraiment d'avoir d'ego ou quoi que ce soit, mais se dire je fais quelque chose qui va marquer un temps, qui va faire quelque chose et qui va peut-être perdurer. Et plus tard, même dans la postérité ou autre, enfin, de se dire je vais laisser une trace, en fait, typiquement, sur un projet, même si c'est en ghost et que c'est un peu. Ouais, en backup, mais c'est quand même, ouais, je pense que c'est ça qui me fait un peu vibrer. Aussi pouvoir avoir une vision sur quelque chose, pouvoir la mettre en pratique, bosser peut-être avec voilà, plusieurs graphistes ou plusieurs créatifs, à la fois comme sur de la créa, sur de la photo, sur toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Ok, ok. Ouais, toute la partie créa, mise en image et Exactement. créer Ouais, un petit bout ouais, c'est ça. d'histoire, entre guillemets, Ouais. avec ta personnalité. Et les gens, souvent, quand on parle de direction artistique, ils voient ce métier un peu flou. Mhm. On va essayer du coup de rentrer un petit peu plus dans le détail des étapes, en quoi ça consiste vraiment un Ok. directeur artistique. Et par exemple, ben là, tu m'as amené le dernier projet de Use. Donc, comment ça s'est passé concrètement, ton rôle de directeur artistique sur ce projet? Les étapes, la production, les idées, quel a été aussi ton processus créatif là-dedans? Comment tu trouves tes inspirations, etc. Bah écoute, par rapport à ça, typiquement, à ce moment-là, petite réunion, les équipes se retrouvent, à la fois le label, le management et moi, du coup, où on va fixer une date de sortie d'album. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, j'ai quand même un minimum de droit de regard sur les morceaux qui vont figurer dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez conceptualisé. C'était aussi son retour. Ouais. Donc c'est un album qui est en 2 parties. Donc un album qui s'appelle La fin de la nuit, où justement il y a une partie qui est un peu plus dans son univers, un peu plus rap, un peu plus un peu plus mélodique de ce qu'il sait faire, et une partie justement un peu plus colorée, peut-être un peu plus pop, un peu plus chanson française, etc. Et donc voilà, donc à ce moment-là, on se regroupe, on voit à peu près pour les titres qu'on veut justement mettre à l'intérieur. Et puis là, on réfléchit un peu au concept, parce que de base, forcément, le projet n'était pas scindé en 2 parties. Mais honnêtement, quand on écoutait les morceaux, il y avait forcément 2 univers, et même beaucoup plus d'univers, mais on s'est dit, on va essayer de les mettre dans deux catégories différentes, donc d'où les 2 CD. Et en fait, voilà, après à ce moment-là, moi je m'occupe avec donc le graphiste justement avec qui j'ai bossé là-dessus. Donc Théo Scapicci, avec qui je bosse ça, du studio 459 EM. Et justement, donc là, on établit un mood board avec beaucoup d'idées sur à la fois l'image, sur également le mood. Là, justement, typiquement, comme je t'ai expliqué, c'est pas la bonne cover qui est sur la version physique. Ouais, ce que tu m'avais dit. Mais en tout cas, sur les plateformes, c'est la bonne. On affichera la bonne à l'écran. Et donc, typiquement, par rapport à ça, à ce moment-là, donc on réfléchit par rapport au mood board, etc. Et on se dit, moi, je me dis, c'est quand même son retour, etc. Et j'avais quand même envie de faire quelque chose de vachement un peu solennel, comme un vrai retour. Également vu qu'il y a quand même des morceaux un peu pop, un peu chanson française, de faire un petit hommage justement à certaines covers, donc typiquement à du Aznavour, donc d'où le costard un peu cravate, quelque chose de très solennel. Donc il y avait un peu cette dimension-là, et également la dimension un peu avec le titre, donc La fin de la nuit, un peu comment je pourrais dire ça, fermer un chapitre un peu et peut-être en ouvrir un autre, mais La fin de la nuit, ça marquait aussi ça. Et donc un peu cette tenue un peu typiquement qui peut être à la fois pour des tenues pour des grandes soirées, donc le costard, etc., mais également une tenue un peu plus par rapport à justement peut-être un enterrement. Donc c'était aussi un peu ça de se dire voilà, on va enterrer quelque chose, on va arrêter ce chapitre-là, mettre fin à tout ça et recommencer sur quelque chose de neuf, quoi. Et si on revient un petit peu sur la prod, du coup, le mood board défini avec le graphiste. Ouais, défini avec le graphiste. Après, donc ça a été quoi les étapes, les deadlines, etc. Par rapport à ça, après, je vois avec la maison 10, du coup, par rapport au délai, je valide également un budget, forcément. Et donc, après, je vois en fonction du budget tout ce qu'on peut faire. Donc, contacter typiquement le studio où on a pu shooter ça. Tu as été shooté où? Sur Paris? Sur Paris. J'ai plus le nom du studio en tête. Mais oui, bien sûr, Paris.
Donc après, à ce moment-là, je vois également, je pense que c'est surtout donc Théo à ce moment-là, donc le graphiste avec qui j'ai bossé ça, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que bah, forcément, comme je t'ai expliqué, je suis pas de Paris. Ouais. Et donc des studios, il y en a quand même pas mal. Donc on avait contacté plusieurs. Et puis celui-là, entre guillemets, était assez cool et ça rentrait un peu dans notre budget. Ouais. Et donc à ce moment-là, je contacte également une styliste et également set designer, donc qui s'appelle Mila, qui est venue, Loud Mila, qui est venue de Belgique, exprès pour ça. Okay. Et qui a travaillé elle justement tout un travail donc sur le stylisme, etc. Et également sur le set design. Donc toutes ces choses que tu peux retrouver à l'intérieur du livret avec le bouquet de fleurs, etc. Ouais. Donc voilà, et c'était la première fois que je faisais un taf de prod, honnêtement. Et normalement, quand tu fais un taf de prod, t'as quand même suffisamment pas mal d'argent entre guillemets pour sortir tout ça. Moi, typiquement, c'était mon premier vrai taf de prod. Forcément, c'est quand même un vrai budget. Bien sûr. Et donc, mais c'est pas plus mal. J'ai appris un peu sur le tas de me dire, si tu prends un projet en prod, il faut quand même que tu aies un minimum d'argent avant forcément toucher un acompte ou toucher le budget à la fin. Donc voilà, globalement, comment ça s'est passé. Après, il y a eu plusieurs tests de cover avec mais franchement, tout est allé globalement assez vite. C'est-à-dire qu'on a shooté directement. On est parti chez Théo. Ouais. Et on a checké toutes les photos, tous les rendus qu'on avait. On en a sélectionné plusieurs. On a présenté au manager, au chef de projet, au label, différentes photos pour la cover. Également pour les 2 CD, pour ce qu'on voulait mettre dans le livret, mise en page, typo, toutes ces choses-là. Et globalement, après, on a tout print nous-mêmes de notre côté avant de presser. Tout de notre côté. Et on a eu une petite réunion après chez Playto, du coup, présenter le faux CD, enfin voilà, le premier prototype. Et voilà, après quelques petites modifs de mise en page ou peut-être de photos, etc. Et après, on a eu la version finale et presse et let's go, quoi. C'est parti. C'est dans les bacs. Ouais, c'est dans les bacs. Et puis à côté de ça, on a également fait tout un merchandising autour du projet, donc qui comprenait 2 modèles de t-shirts, 2 modèles de hoodie, aussi un médaillon, enfin bref, toutes ces choses-là, voilà. Autour de l'imagerie donc de la fin de l'année. Tu pousses un petit peu le concept. Exactement. Un peu plus loin. Et du coup, en tant que directeur artistique de Usemat, t'as l'œil un petit peu sur tous les projets. Je parle notamment des clips. Comment ça se passe la collab avec les réals? Est-ce que toi, tu as tout le temps ta vision sur les clips ou pas forcément? Justement, par rapport à ça, pas forcément. C'est-à-dire que Use a quand même vraiment la main mise là-dessus. Il a vraiment envie, il sait ce qu'il veut, je pense, pour la plupart du temps sur les clips. Et puis on bosse surtout, je pense, un peu main dans la main avec les différents réals. Ouais. Généralement, voilà, c'est des appels d'offres, etc. Donc ils répondent, on regarde un peu les scénarios. Non, typiquement, le seul vraiment projet sur lequel j'ai bossé, c'était d'un point de vue vidéo, c'était son retour, donc avec une vidéo. Moi, je suis très très fan de tout ce qui est Goonies. J'avais beaucoup aimé aussi la série Stranger Things. Et donc c'était tout un concept, etc. Je sais pas si tu l'avais vu justement, où c'était des enfants qui trouvent le masque, etc. Ouais. Et donc à ce moment-là, on avait annoncé son retour également avec 2 singles, donc Avenue de l'Impasse et Docteur. Donc j'avais bossé, voilà, tous ces scénarios, je l'avais bossé moi. Et également après sur Docteur, même si le synopsis a été vachement modifié par la suite, mais la trame principale de Docteur, on l'avait bossé avec Hughes, on l'avait écrit vraiment lui et moi. Ok, donc là t'as vraiment fait la réal dessus. Non, pas la réal, juste le scénario. Juste le scénario. Juste le scénario, et après c'est Julien Gauthier qui a fait la réal. Et voilà par rapport à ça. Mais sinon, non, d'un point de vue réel, j'ai quand même forcément mon regard là-dessus. Bien sûr. Mais c'est pas quelque chose que je gère. Non, vraiment pas. Sur les plateaux, la plupart du temps, je suis soit typiquement quand le manager est pas là ou que la maison de disque est pas là, je gère à ce que tout se passe bien pour l'artiste. Et accessoirement, typiquement quand le manager ou le chef de projet est là, je fais un peu des mini backstage. Enfin, je filme un peu. Où je prends quelques petites photos à l'argentique, etc. pour les réseaux sociaux, s'il n'y a pas de photographe plateau. Mais non, la plupart du temps, je suis pas la personne qui réalise ou quoi que ce soit. Et pour le clip, du coup, le dernier, J'oublie, c'est ça, ouais. Ça a été quoi un petit peu parce que vous avez tourné... C'est où vous avez tourné? En Islande. Et là, du coup, tu as eu l'œil sur la DA aussi. J'ai vu que tu étais DA et photographe. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Qu'est-ce que tu m'as raconté autour de ce clip Et premièrement, il faisait froid, hein. Vraiment, il faisait très 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 froid. Avant tout ça, la prod, etc. Avant tout ça, avant la créa. Prod.
Et ben là, première fois que ça se passe, c'est le manager de Use, du coup, qui a écrit un premier scénario, qui a été retaffé après par les deux réalisateurs. Ok. Et donc, premièrement, voilà, c'était d'abord ça. Et après, et globalement, après, de toute façon, tu as vu le clip, c'est quelque chose de vachement épuré, c'est très contemplatif. Je pense que ça laisse aussi place à l'interprétation un peu de chacun. Mais sinon, c'est purement, on a beaucoup joué sur le côté extraordinaire du lieu, sur toutes ces choses-là, donc en soi, c'est pas le clip entre guillemets sur Use avec un scénario avec une vraie trame, mais c'est quelque chose purement contemplatif avec des beaux plans, des beaux paysages. Ça joue aussi sur l'émotion un peu de Use un peu perdu peut-être dans un décor un peu lunaire par moment. Justement, l'Islande c'est quand même un peu connu pour ça. Et puis voilà, on passe tantôt d'un glacier à quelque chose de complètement désertique, un peu comme si on était sur Mars. Donc voilà, c'est plus comme ça que ça s'est passé. Et là-dessus, là-bas, j'ai surtout filmé un petit making-of un peu caméscope, parce que je me bats toujours avec ça. Il est sorti ce making-of ? Non, il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti. Mais il y avait quelqu'un aussi, oui, bien sûr, je t'enverrai, mais il y avait quelqu'un aussi de la prod qui était avec nous, Juliane, justement, qui a filmé aussi de son côté tout en HD. Et puis je pense qu'on va tout mettre en commun pour avoir un petit mélange un peu de tout. Et puis j'ai surtout pris des photos. Première fois que je prenais des photos à l'argentique avec un boîtier qu'on m'avait prêté, justement, donc que mon ami photographe Pauline m'a prêté. Donc je salue d'ailleurs. Et donc première fois que je faisais un peu des photos comme ça, mais dites pro, un peu à l'argentique, et que je maîtrisais pas du tout l'appareil. Et ultra satisfait du résultat. Vraiment, alors que j'ai pas la prétention de dire, je suis pas photographe ou quoi que ce soit, mais très satisfait de ça. Également du Polaroid. J'avais un vieux Polaroid, les 600 Supercolor, là, les vieux un peu. Les anciens, très très chers d'ailleurs. Et surtout les films. Et donc j'ai quand même fait du petit contenu comme ça, c'est cool. Des petites galères, mais comme tu t'en doutes, toi qui es aussi dans la réal, au niveau du froid. Et moi, je ne savais pas forcément, mais toutes les batteries étaient down, quoi. Je veux dire, ça, c'était très compliqué niveau batterie. C'est clair, ça va pas être facile. Non, vraiment, avec le froid, c'était pas simple. Ça anticipé ou pas forcément? Moi, non, comme je te dis. Par rapport à la prod, etc. Ou un petit peu, mais c'est-à-dire que. Ça s'en est pas autant. Non. Donc c'était un peu en freestyle, mais ça s'est quand même globalement très très bien passé, hormis le froid, mais sinon ça s'est super bien passé. Puis moi j'adore le résultat. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, donc je pense que les gens ont quand même relativement aimé aussi le clip. Donc voilà. Petite pépite. Ouais. Petite pépite. Et du coup, si on revient un petit peu au tout début, ça a été quoi ta première mission payée en tant que DA? Je pense que c'est une réalisation d'une cover. Hein. Je pense que c'est ça. C'est réalisation d'une cover. Je pense que c'est ça, ma première mission avec la Maison 10. Je pense que c'est ça, typiquement. Bon, j'aime plus du tout la cover. Typiquement, je l'aime plus du tout. Mais c'était vraiment à l'époque. C'est toi qui faisais de A à Z là? Ouais, vraiment, ouais. Tu faisais quel outil photo plus ouais, plus, c'est ça, un peu un mélange un peu de tout. Mais ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça la première chose que j'ai vraiment facturée. En plus, à ce moment-là, quand j'ai commencé avec Use, j'avais pas de micro, je débutais vraiment là-dedans. J'étais typiquement novice là-dedans. Après, j'apprends encore aujourd'hui. Mais vraiment, on a quand même fait un certain bout de chemin. Mais je pense que c'est ça. Typiquement, je pense que c'est une première réalisation d'une cover. Voilà. Et si on devait contraster aujourd'hui, ça a été quoi la dernière? Le plus gros projet? Le plus gros, c'est l'album. Ouais. L'album de Use. Le plus gros, c'est l'album de Use. Ouais. C'était la première fois que je faisais un taf de prod, comme je t'expliquais, et que je gérais la DA de A à Z, tout, absolument tout. Également sur le titre, sur tout plein de choses. J'ai vraiment pu vraiment avoir la main mise dessus sur le projet. Tu avais aussi l'œil du coup sur la musique, sur. Ouais, vraiment. Donc même si de base avec Use, ça a toujours été quand même quelque chose d'assez comme ça, du style. Toujours, je lui fais un retour sur la musique, sur ci, sur ça. On réfléchit beaucoup sur ce qu'on va sortir. Mais là, c'est la première fois vraiment que j'ai pu gérer le projet d'un point de vue purement image de A à Z, avec bien sûr avec des personnes qui m'ont épaulé là-dessus. Mais ça a été vraiment le premier, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu es cofondateur de Boulevard du Spleen. Exactement, Boulevard du Spleen Records. Ouais, exactement. Ouais, c'est quoi déjà? Et qu'est-ce que ça signifie ce nom? Eh bah écoute, donc c'est globalement une société de management, mais également un label de musique, très clairement, où on fait donc à la fois du management, à la fois de la production, à la fois
à la fois de la distrib, comme je t'expliquais, Mhm. on est aussi un label service avec notre partenaire, donc Triple Double Production. Ok. Si on devait détailler, du coup, management, c'est tu manages l'artiste, Voilà, etc. Ensuite, il y a production. Donc là, ça va être plus produire l'artiste au niveau de sa musique, etc. exactement. Et ensuite, tu m'as dit que tu faisais la distribution. Distribution, Alors ça exactement. va être quoi la distribution du coup Distribution, c'est vraiment accompagner donc l'artiste ou l'équipe d'un artiste, faire un peu un rôle de médiateur, d'intermédiaire entre eux, Mhm. leur musique et les plateformes de musique, les plateformes de streaming. Ouais. Voilà, donc pour ça, on bosse avec donc le Triple Deep Production, qui est notre associé là-dessus, qui sont eux-mêmes distribués via Diorcard. Ok. Et donc voilà, on travaille main dans la main avec eux. Globalement, vraiment, pour que les gens peut-être comprennent un peu plus, c'est pour pouvoir pitcher un peu mieux leur musique auprès des plateformes Mhm. et pouvoir typiquement avoir la possibilité de rentrer dans des playlists d'édito, donc sur Ouais. différentes plateformes de musique. Voilà. Qui est aujourd'hui le nerf de la Ouais, guerre. vraiment le nerf de la guerre, ouais, vraiment. Se placer en playlist pour les Ouais. jeunes artistes. Ouais, très Ce clairement. qui fait la diff. Très clairement, ouais. Et du coup, aujourd'hui, vous gérez combien d'artistes dans ce... Alors, sur ce label-là, on en a 4 artistes à peu près en management. Mhm. Donc, on a Nalas, Jogo, qui sont dans le sud de la France avec nous, Shani Ok. Z, qui est à Montréal, Ok. et Clémence manage aussi également Osso, à côté. Voilà. Donc, pour le moment, Ok. ça, c'est vraiment les artistes sur lesquels on travaille vraiment à 100%. Et après, on a pris voilà, plusieurs projets en distribution, notamment BGL, Blackout, bref, pas mal d'autres artistes aussi. Voilà. Ok. Donc il y en a vraiment, c'est du management et d'autres, c'est vraiment que la distribution. Exactement, Ok, ouais, ok. c'est Du coup, exactement t'es ça. cofondateur. T'as Cofondateur, parlé tout à l'heure de l'autre personne, c'est qui? Clémence Perrin, donc mon Ok. associé, vraiment la boss pour moi du game, quoi. Vraiment, ok. que j'ai rencontré justement chez Play2, qui Mhm. était assistante chef de projet justement là-bas. Et vraiment avec qui on a monté cette société, et c'est vraiment voilà, la personne à qui je pense à qui je dois beaucoup de choses, c'est certain, et avec qui justement je suis très très fier de pouvoir bosser sur ces différents projets, quoi. C'est vraiment Mhm. quelqu'un, je pense qu'on forme vraiment un bon duo, Ok. où justement chacun apporte peut-être où je pense C'est assez honnêtement complémentaire. ouais, vraiment. Ok. Et je pense que elle arrive très très bien à combler beaucoup de mes lacunes D'accord. d'un point de vue par rapport à mon parcours et les siens qui sont Mhm. vachement différents. Ok. Justement, elle est sortie d'une très grande école. Mhm. Et donc, justement, on se complète un peu plus là-dessus. Moi, j'ai beaucoup plus bossé sur l'artistique, entre guillemets, sur l'image, sur la communication, sur la strat. Et elle va vraiment être d'un point de vue beaucoup plus business, administratif, etc. Ok. Mais on bosse quand même globalement à peu près sur les mêmes choses. Mais, Ouais. entre guillemets, voilà à peu près nos deux. Ok. Et aujourd'hui, du coup, vous avez réussi à faire quoi avec les artistes? J'ai vu qu'il y avait une scène dernièrement. Là. Ouais. C'est juste. Raconte Ouais, un ouais. petit peu. Et ben écoute, la première scène pour Nalas et Jogo, donc c'était D'ailleurs, avant tout ça, comment ça se passe pour accéder à une scène? Est-ce qu'il y a eu des démarches de votre côté pour placer les artistes sur et ben ce festival, justement etc. par rapport à ce festival-là, il y a à peu près un an, Nalas figurait sur un projet, c'était un projet multi-artiste Ok. qui était organisé à ce moment-là par La Room, Redol Studio, donc un studio d'enregistrement, et Ray Wave Music, Ouais. donc des amis à nous, qui est aussi une société voilà de management de production. Et donc ils avaient comme projet un projet multi-artiste, donc où chaque artiste a un titre là-dessus. Mhm. Et donc à ce moment-là, il y avait une sorte de release ou de listing, enfin voilà, un petit moment où tous les gens qui ont bossé sur le projet étaient présents. Ouais. Et donc à ce moment-là, on rencontre justement Elias qui qui est dans une université justement à Compiègne, et qui nous explique qu'ils ont un projet voilà, de festival. Ça fait plusieurs éditions qui mettent ça en place. Ok. Et normalement, il y avait des tremplins justement où ils font venir des jeunes artistes. Et c'est un peu le public, c'est un peu globalement les étudiants qui votent un peu à la fin pour ceux qui veulent voir au festival. Mhm. Et donc à ce moment, il me parle de ça, mais c'était un peu trop tard pour l'année dernière. Et donc cette année, il me recontacte en me disant on veut absolument que les artistes, enfin que Nalas et Jogo soient là, on adore, etc. Si bien qu'on n'a même pas eu besoin de passer le tremplin, donc on était Ouais. super contents. Ça nous avait quand même une petite pression, surtout aux artistes, Ouais, de pas avoir déjà ce premier test de rencontre un peu avec le public. Et c'est typiquement c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et justement, l'Imaginarium avait
comme projet d'avoir une scène un peu plus avec des artistes émergents. Ok. Et donc ça se bossait avec le média La Room, mais on en a Ouais. parlé également en off, Ouais, ouais. qui est géré par Julien Marmillot, entre autres, avec toute son équipe. Et donc qui a calé justement sur ce line-up Nalas et Diogo. Donc voilà comment ça s'est fait. Et puis let's go, quoi. Beaucoup de stress. Ouais, Du coup, beaucoup, c'était leur beaucoup première de- scène. Première scène. Et Vraiment, devant eux, c'était quoi le public? Combien de personnes? devant eux ou dans le festival en général? Dans le festival. Dans le festival, honnêtement, en capacité, j'ai même pas envie de te dire des bêtises, hein, mais c'était quand même un beau C'est festival. C'était vraiment costaud. En J'avais- tête d'affiche, il y avait voilà, DC's, Makala, Ouais. Kavinsky. Winter Zoko, tu m'as dit aussi. Ouais, Winter the Co, Ah, exactement. donc Ouais. ça devait être bien sympa. Non, c'était super bien. Et puis, même pour eux, pour leur passage, Mm. ils ont pris énormément de plaisir. Forcément, comme tu dis, beaucoup de stress avant de monter sur scène, Ouais. mais sinon, ils ont pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Le public était vachement aussi là pour eux. Et, ils ont quand même reçu beaucoup de soutien lors de leur Ouais. passage. Surtout qu'ils passaient en premier de cette Ouais, micro-scène. ouais, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile, en pas plus, pour une facile. première scène. Donc, non, on est ravis. Je pense qu'on est encore sur un petit nuage là, toute l'équipe. On est Ouais, tu vraiment, m'étonnes. on est Parce vraiment que là, trop contents. pour l'anecdote, ça s'est fini hier avant-hier. Ouais, exactement. Ok. On passait samedi, ouais. On Ok, passait ok. samedi, 21h30 de 22h, quoi. Ouais, et puis c'est important aussi pour un artiste de Oui. lui faire découvrir sa première scène, bah comment oui, est-ce oui. qu'il réagit devant un public. Forcément. Ouais. Donc là, ils sont attaqués pour continuer. Ouais, très clairement. Et là, on enchaîne justement, comme je te disais, à Lyon avec Agnalas qui fait une première partie d'une artiste justement de là-bas. Donc, Ok, c'est ok. super. Donc, directeur artistique, cofondateur du label. Mhm. Et tu bosses aussi, du coup, en tant que CM, donc Chez Play2. community manager. Ouais. Manager, Et un pardon. peu de créa, un peu de Un peu de créagraphie créa. pour Play2. Ouais. Chez Exactement. Play2, du coup. Ouais, Alors, c'est pareil, exactement. comment ça se fait? Play2, c'est quand même un beau label. Ouais, un très très gros. Ouais. Comment s'est fait la connexion avec eux et qu'est-ce que tu gères au quotidien, du coup? La connexion, ça s'est passé à l'époque, le producteur et chef de projet donc chez Play2. Donc c'était Nizar Bakar, mais je t'en ai parlé en off, justement, donc qui bossait sur le projet Juice, également Maxime Caillé qui bossait en tant que chef de projet sur son projet. Et donc à ce moment-là, je bossais déjà sur Use, donc en communication, sur toute la DA, sur l'image, etc. Ils aimaient beaucoup ce que je faisais sur les réseaux de Use, d'un point de vue engagement, de pouvoir fédérer un peu une communauté, de gérer un peu tout ça. Et donc à ce moment-là, et donc ça a d'abord commencé par ça. Donc Nizar à ce moment-là voulait avoir un réseau un peu, parce que Play2 justement ont une diversité énorme en termes d'artistes, à la fois de la pop, de la chanson française et du rap. Ouais. Et donc tous se retrouvent sur un même compte, donc une même page vitrine. Et donc typiquement tu peux voir du Julien Clerc à côté d'un Kalash ou ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, donc Nizar voulait avoir une vitrine pour un pôle urbain en quelque sorte. Ok. Et il me dit, j'aime bien ce que tu fais sur le compte de Use, etc. Est-ce que ça te dirait de t'occuper de ça? Donc à ce moment-là, le rooster urbain chez Play2, il y avait Joker, Attic, Gims, enfin bref, pas mal d'autres artistes aussi dans ce genre de registre. Donc à ce moment-là, c'était la première étape, c'était ça. Après, à un moment donné, Nizar est parti justement de Play2. Donc ce pôle-là est un peu tombé à l'eau. Enfin, de toute façon, c'était juste un projet d'un point de vue purement vitrine. Hein. C'était pas quelque chose d'acté dans la société même. Et à ce moment-là, donc Maxime Caillé, qui est le chef de projet d'Use, me propose de récupérer tous les réseaux de Play2, et qui étaient certains plus ou moins un peu à l'arrêt, etc. Donc à la fois donc Play2 Label, donc qui est le pôle principal, artiste, le pôle live, donc Play2 Live, justement, donc sur tout ce qui est événementiel, tournée, etc. Et un pôle branding, donc Music Lab for Brands, ça s'appelle, où justement ça a des collaborations entre marques et artistes, typiquement quand Attic fait une collaboration avec Garnier ou autre, donc mettre ça en avant sur un compte vitrine. Et donc à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu veux bien récupérer tout ça? Et moi je dis avec plaisir. Donc j'ai créé la charte graphique donc sur Play2 Label, pareil sur le live et pareil sur Music Lab, donc ces trois entités-là sur lesquelles je travaille, à côté du projet Juice également qui est signé chez eux. Ok. Donc c'est quand même une belle brochette costaud, d'activités. Et ça va de gérer les 3 comptes différents du label? Ouais, vraiment. Bon, mon application Instagram est bombardée je sais pas combien de comptes. Tu m'étonnes. Mais non, en vrai, beaucoup de taf, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire, honnêtement. Puis j'apprends aussi pas mal de choses. Donc non, c'est vraiment très très plaisant à faire. Ok. Et si on revient sur les tournées, je te parlais en off de la scénar
sur scène. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu touches ou vers laquelle tu aimerais tendre en tant que DA du coup? Tu parles typiquement par rapport à Use ou pas forcément? Pas forcément, même tes artistes que tu manages, etc. Par rapport aux artistes qu'on a management, j'avoue qu'on débute encore là-dedans. Ouais. Donc, on a beaucoup répété, mais c'était plus sur c'était d'un point de vue purement technique, sur leur texte, etc. Ouais. Et après, d'un point de vue purement scéno, pour le moment, après, on savait que c'était sur une petite scène du festival. Et donc, on n'a pas vraiment réfléchi à tout un aspect très scénographique, etc., très, très théâtralisé. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais bien pouvoir après me pencher, pourquoi pas, ouais. Parce que dans la scéno, comment tu peux t'exprimer? Il va y avoir déjà les lights, toute l'ambiance musicale. Ouais. Comment est-ce que tu découpes ton show, entre guillemets? Après, il va y avoir les lights. Il va y avoir potentiellement des écrans LED aussi. Ouais, peut-être même tout un travail peut-être de mise en scène également, si il y a peut-être comme là typiquement j'avais vu également, j'ai pas assisté, mais mon petit frère justement il était je crois que c'était je sais pas si c'est Bercy, je sais plus exactement, mais les 2 concerts de Laylo à Paris, où justement il y avait tout un travail de scéno que j'ai trouvé remarquable. Et moi c'est plus sur ce genre de choses peut-être qu'un jour j'aimerais peut-être me pencher, parce que j'ai trouvé ça c'est plus tout un travail de mise en scène très théâtralisé, avec peut-être je ne sais combien de figurants, d'acteurs, et je trouve ça, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me parle plus que justement peut-être un show très à l'américaine avec des millions de danseurs, des feux d'artifice, etc. Donc mais oui, c'est quelque chose qui que la scéno ressemble presque à un clip, une histoire, etc. Ouais. Non, c'est clair que les Bercy qu'il a remplis, c'était quelque chose. C'était vraiment. J'ai pas pu le vivre, mais mon frère m'a dit que c'était pareil, je l'ai pas vécu, mais de ce qu'on en a vu passer, vraiment, ouais. Et on voit beaucoup sur ton Insta tout ce qui va être le côté un peu peinture. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quel est ton rapport à ça? Et il y a aussi un style qui se démarque beaucoup sur les toiles. Je sais pas sur quoi c'est peint, mais... Alors, toutes les toiles que tu as vues sur mon compte Instagram, donc c'est un artiste qui s'appelle Kasper Abolik, qui est un artiste américain mais d'origine polonaise, et que j'ai rencontré en fait typiquement... donc comme je te disais, j'ai d'abord, avant même de travailler avec Hughes et même des artistes dans la musique, j'ai d'abord travaillé dans une galerie d'art, typiquement, donc de mon village. La galerie s'appelait La Maison des Arcades, et en fait j'étais même pas vraiment, mais pour résumer un peu mon petit village, donc ça s'appelle Serré, et c'est vraiment un village avec un fort passé artistique, justement avec un musée d'art contemporain de renom international, où des artistes donc dans les années 10, quelque chose comme ça, entre 10-20, ont séjourné justement, donc à la fois Picasso, Braque, Soutine, alors beaucoup d'artistes, et même Salvador Dali, justement parce qu'on est près de l'Espagne, donc lui était plus à Portligat qu'à Daques, donc c'est pas très loin de Serré, et est venu justement faire, je vais passer les détails, mais voilà, il est venu faire sa réincarnation cartésienne, enfin bref, c'est tout un univers. Et donc il est venu justement à Serré, et typiquement la galerie pour qui je bossais, et c'est ça qui est un peu drôle, un peu, parce que tout est un peu lié chez moi. Donc la galeriste qui s'appelle Françoise Sageloli, son grand-père était maire de Serré, et c'est lui qui a créé le musée avec Braque et Picasso, Brune, etc. Et donc j'ai travaillé pour ces personnes-là. Et même au début, j'ai d'abord commencé, parce que la galerie venait à peine d'ouvrir, donc j'ai commencé par même peindre les murs, etc. On était tous ensemble, parce que sa fille également, c'est une grande amie à moi, Marie-Lou d'ailleurs, que je salue. Et donc ça a d'abord commencé par ça, et après voilà, comme je te dis, je faisais tout ce qui est flyer, je m'occupais de faire des petites photos aux événements, je m'occupais aussi beaucoup de son Instagram, des réseaux sociaux, de la newsletter, bref, toutes ces choses-là d'un point de vue com. Et au bout d'un an, elle me dit, écoute, voilà, t'as bien travaillé, etc. Si tu veux, tu peux organiser ta propre expo. Tu peux tu peux faire ce que tu veux. Tu peux inviter l'artiste que tu veux. Moi, à ce moment-là, j'aimais beaucoup A$AP Rocky. Et en fait, à ce moment-là, il se servait donc avec son directeur artistique, donc qui s'appelle Robert Gallardo. Il se servait en fait également dans le groupe Ouch, enfin AWGA, qui est son groupe créatif. Il se servait de peinture de Kasper Abolik, sur toute sa charte graphique, donc sur tous ses réseaux. Il utilisait ces peintures parce que justement Kasper a beaucoup peint A$AP Rocky, donc typiquement à partir de photos qui étaient connues d'A$AP.
Et je pense qu'Aïsap et son DA avaient adoré le style graphique. Et donc, ils utilisent ça sur, je sais pas, une trentaine de postes. Et donc, moi, je vois ça, et j'adorais le style, qui était assez proche aussi de Shaim Soutine, un artiste qui est passé justement à Serré et que j'adore. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis dans ma tête, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux faire venir. Et donc, je contacte son manager, US, qui est aussi son ami d'enfance, Alex. Et même à ce moment-là, honnêtement, je vais pas te mentir, même si là mon anglais est pas excellent, il était loin, il était vraiment encore à des années-lumière de là comment je parle. Et donc, mais tu connais, on se débrouille, on parle un peu. J'avais un pote qui était anglais, donc il m'aidait un peu pour toute l'organisation. Et donc, je lui présente un peu ma ville, je lui présente le projet, que j'ai envie de faire une expo. Et j'ai de la chance que son artiste préféré, donc c'est Shaim Soutine, et qui est venu à Serré. Donc tout de suite, il dit je veux venir. Enfin, l'artiste veut venir, etc. Et donc on prévoit ces petites expos. On prévoit ces petites expos. D'abord, il veut passer à Paris. Après, il descendra avec toute son équipe. Et donc voilà, on fait ces petites expos chez moi à Serré, donc là où j'ai grandi en plus. Donc j'étais trop heureux déjà par rapport à ça. Et le seul petit truc, c'est que en fait, nous dans le sud, tu connais un peu tout ce qui est feria, peut-être ça dit quelque chose de Nantes. Donc on a ça chez moi avec tout un truc aussi sur tout ce qui est tauromachine, etc. Et on a encore des arènes. Et on a aussi un événement qui s'appelle l'Abrivado. En fait, c'est quand typiquement, je crois qu'à Pampelune ou même en Espagne, il y a ça encore où c'est des taureaux qui vont se balader dans la ville, etc. Vraiment avec des barrières, et les gens un peu de chez nous, les plus fous, les plus intrépides, essaient de les retenir, etc. Enfin bref, c'est tout un univers. Et donc l'expo tombait à ce moment-là. Donc comment t'expliquer que les gens n'étaient pas forcément ouverts à l'art à ce moment-là, c'était plus un peu beuverie, un peu on fait la fête, ce qui est normal. Mais bon, tant pis, moi j'étais en mode tant pis, on le fait quand même. Et en fait, à ce moment-là, il a même pu peindre en direct cet événement-là, c'est-à-dire que à Serré, il y a encore des remparts, parce que c'est quand même une ville relativement encore avec 2-3 petits trucs un peu médiévaux, donc avec des remparts, des portes, etc. Et donc on a pu monter sur des arcades, typiquement, et c'est pour ça que la galerie s'appelle Maison des Arcades, parce que c'est juste derrière. Et donc on a pu monter en haut pour voir justement tout l'événement, et ils ont peint ça en direct, etc. Et ça les a beaucoup émus en plus. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire je pense que à travers un peu les yeux de Casper et son équipe, parce qu'il est également venu avec son mentor qui s'appelle Barnaby, qui peint aussi, et même avec sa mère, il est venu vraiment avec sa famille. Ils ont vraiment été touchés par l'événement, c'est-à-dire qu'ils de base ils habitent à Allentown en Pennsylvanie, pas loin de New York. Et ils ont vraiment été touchés, et je pense que j'ai vraiment un peu redécouvert ma ville à travers un peu leur regard. C'est vraiment été un truc j'ai appris peut-être à re-aimer davantage un peu chez moi, en fait, à travers eux, ce qu'ils ont pu ressentir sur le moment, etc. Donc ça a été vraiment très très fort. Donc on fait cette expo, bon, pas beaucoup de passages, tu t'en doutes, on n'a pas vendu, etc. À ce moment-là, ils m'offrent en plus une toile que j'ai toujours, donc d'Essai Proki, et que j'avais vu justement sur le feed, que j'avais tapé un screen, parce que maintenant Essap, ça fait longtemps, il a tout archivé, etc. Mais c'était une toile, voilà, qui a été vue par 300 000 personnes peut-être. Et j'ai ça chez moi dans le sud, un petit tableau qui m'a offert comme ça. En plus, je venais de le rencontrer, il me l'a offert comme ça gratuitement. C'est ouf. Ouais, vraiment. Et après, on s'est retrouvés 1 an plus tard à Paris. Et j'étais jamais monté à Paris. Et c'est là que pour moi, c'est ça un peu l'élément un peu qui m'a un peu fait changer, je pense, dans ma vie, qui a fait aussi que j'ai peut-être entrepris pas mal de choses, notamment monter cette structure avec mon associé ou bosser avec Yous de cette manière-là. C'est qu'on se retrouve 1 an plus tard à Paris. Et en fait, j'ai comme mission de devoir l'exposer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, à ce moment-là, le milieu de l'art, et comme de toute façon dans la musique, etc., c'est quand même très fermé. Je pense que tu dois le savoir. C'est pas évident de rentrer là-dedans, sauf si t'as un contact ou quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, moi, hormis dans le sud, où justement, donc j'ai travaillé dans ces petites galeries, j'ai très très peu de connaissances du milieu dans sa globalité. Je connais personne à Paris, pratiquement personne. Et j'ai quand même comme mission de devoir l'exposer. Donc dans une galerie ou autre, mais il faut quand même que j'arrive à l'exposer. Il y a combien de temps ? Ça, c'était en 2018. 2018. Et donc à ce moment-là, première fois que je montais à Paris, donc même moi je stressais un peu parce que je suis quand même quelqu'un qui vient du sud de la France, dans un petit village de moins de 10 000 habitants, ça me change quand j'arrive ici. Ah, c'est clair. Et donc j'arrive, en plus j'avais pas énormément de moyens à ce moment-là, je monte en Blablacar où je sais pas combien de temps ça a duré, on me laisse à Porte d'Orléans ou je sais pas où, genre je me retrouve comme ça avec mon petit sac un peu perdu. Bon, je vais où maintenant ? Ouais, vraiment où je vais. Et en fait j'avais la chance qu'à ce moment-là, mes parents avaient un pote qui était sur Paris, qui a pu m'héberger.
Ok, ok. Et je me souviens, je dormais dans sa cuisine avec un petit matelas comme ça. Enfin bref, Ok. très en mode. Ouais. Ouais, je vois. Et je trouve ça drôle par rapport à ce que je vais t'expliquer ensuite, c'est-à-dire que donc je me balade et je fais plusieurs galeries, mais presque on me pousse à la porte. C'est-à-dire c'est normal aussi, hein, tu rentres pas comme ça en disant j'ai un artiste avec ton petit book, etc., avec deux Ouais, trois ouais. toiles et tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tant pis, j'y allais un peu au culot à ce moment-là, alors que je suis quand même quelqu'un de relativement à ce moment-là encore plus, mais très introverti, un Ouais. peu timide. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, je suis poussé par un truc de j'ai pas le choix en fait. Il faut que j'arrive à le faire en fait. Mhm. C'est-à-dire je peux pas redescendre chez moi dans le sud si j'ai pas réussi à faire cette expo. Ouais, je vois. Et puis une autre pression que je t'ai pas expliqué non plus. Il a pas pris de billet retour d'avion Ok. et donc on est obligé de vendre s'il veut rentrer chez lui. Donc ça Ok. c'est ma double peine. C'est vraiment la première et la seconde c'est celle-ci. Donc Ah, tu vraiment m'étonnes. donc vraiment à ce moment-là ouais, dans ma tête je savais pas ce que je faisais mais tant pis on avance. Donc plusieurs galeries me refusent gentiment, hein, c'était pas Ouais. méchamment. Et puis je tombe sur une petite boulevard Voltaire, je tombe sur un petit local où il y a écrit à vendre ou à louer. J'appelle le numéro, j'explique à la personne justement que voilà que je suis avec un artiste américain, que j'ai envie de le faire exposer, etc. Il me dit ouais, moi je pars à Saint-Tropez, j'ai pas vraiment le temps de gérer tout ça, mais j'ai un artiste à moi justement, enfin un ami à lui artiste. Je vais lui proposer s'il a envie d'exposer dans ce local-là, et si ça vous dérange pas. On fait une expo commune, donc une partie vous, une partie lui, Mhm. et je vous demande rien, donc vous n'avez pas besoin de payer un loyer ou quoi que ce soit. On voulait faire une expo sur 2-3 jours, plus un petit pop-up en fait, c'était plus un pop-up qui veut avoir une expo. Ok. Et à ce moment-là, il me dit et vous payez rien, juste si vous faites une vente, je prends 15-20%, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc bref, je suis super content, je l'appelle, je lui dis bon, en plus c'était pas dans le Marais ou c'est pas dans les endroits entre guillemets là où il y a plus de galeries où c'est plus porté art à Paris. C'était boulevard Voltaire sur le truc qui va jusqu'à République, je crois. Ouais. Et donc c'est pas non plus, tu vois, en termes de passage, je sais pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on fait quand même cette expo. On vend rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un ami à moi, donc qui s'appelle Bitsou, un artiste aussi, avec qui j'ai déjà travaillé, qui me présente un ami à lui, donc qui s'appelle Nate, Mhm. qui est suisse et qui était modèle photo, mannequin, plus il défilait pour des grandes marques. Ok. Et à ce moment-là, il me dit, il aimait beaucoup aussi le travail de Casper, et donc il me présente, il me dit viens chez lui, etc. Et lui en plus habitait dans les beaux quartiers, avenue Montaigne, dans les je savais même pas que ça existait, mais c'était dans un appartement qui était juste en face du Plaza Athénée. Et en Ok. fait, c'est dans le même complexe. Donc c'est voilà, et donc t'arrives là-dedans, super joli, tapis rouge, etc. À côté des grandes boutiques Saint-Laurent, tout ça. Et donc on monte en haut. Et moi, je te rappelle que je dormais dans une Ouais, cuisine à ce moment-là, sur un matelas ouais. dans une cuisine. Et donc à ce moment-là, il me présente le gars, super sympa, on accroche beaucoup, et il me propose même de passer la nuit là-bas. Donc on passe la nuit là-bas, vue sur la Tour Eiffel. Enfin bref, un truc là, je passe du tout au tout. C'est rien, ouais. Je passe de tout à rien. Et en fait, à ce moment-là, et c'est là que c'est ça la finalité. Et après, je vais arrêter sur ça. T'inquiète. Et il me dit, ah, et au fait, ton artiste, etc. Est-ce qu'il fait des portraits live, enfin des live portraits, Mhm. etc. Et je lui dis, bah oui, justement, il adore faire ça. Donc je lui montre un peu ce qu'il fait, je lui montre le book et tout, il adore. Il dit, ah bah ça tombe bien, justement. Moi, ça fait un petit moment que j'aimerais bien avoir un portrait de moi en peinture et tout. Mhm. Je dis, bah écoute, nickel, ça tombe trop bien. Donc là, je dis à Casper de venir, il vient, il se rencontre, etc. Il parle un peu. Et à ce moment-là, on arrive à vendre une toile, en fait. Ok. On vend une toile qu'on avait et grâce à ça, il a pu. On vend une toile vraiment à un très bon prix et il peut même repartir. J'ai même pris un pourcentage dessus. Enfin bref, Mhm. c'est royal. Mais c'est à quel point, je veux dire, vraiment, quand tu suis l'histoire, le truc, Ouais, ça ouais. part voilà, Bah, globalement par rapport à ça, quoi. du coup, la conclusion qu'on peut faire sur ça, c'est tout se passe beaucoup au relationnel, Ouais, aux rencontres. ouais. Et puis. Est-ce que Paris, c'est pas le lieu au final où, dans ce secteur-là, dans notre milieu, tout se passe globalement? Oui, globalement, ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il faut surtout. Là, typiquement, je pense que le truc là-dedans, et ça m'a aussi beaucoup prouvé que c'est aussi en osant faire les choses que, entre guillemets, Ouais. ça fonctionne, typiquement. Et c'est pas quelque chose que j'avais trop compris à l'époque, quand j'étais encore dans le sud chez moi. Mais quand justement ce moment-là est arrivé, j'étais vraiment convaincu que ça m'avait déjà fait grandir, tu vois, en l'espace que ça a quand même duré, là je te l'ai expliqué, mais c'était relativement court et ça a tout été Ouais. condensé. Ça Et devait puis, être assez speed, ouais, short, speed, stressant. mais stressant, très stressant. Et finalement, tout s'est bien passé. Et il y a aussi un facteur que j'ai pas expliqué, mais il y a le facteur chance, honnêtement, qu'on peut mettre Oui. là-dessus. Bien sûr que tu as le relationnel, tu as tout ça, mais tu as aussi le facteur chance que je sois tombé sur cette galerie-là, enfin sur ce local-là, que
que mon ami me présente son pote, etc., qui lui-même a envie d'acheter une toile. Enfin, Oui. c'est vraiment pas mal je sais pas comment appeler ça, je sais pas si c'était écrit, si c'est de la chance, si c'est du hasard, je sais pas si c'était, mais Disons que dans tous les cas, dès le début, tu t'es donné quand même les moyens et l'objectif Oui. de le réussir. oui, bien sûr. Tu as quand même fait quelque chose qui t'a fait quelque chose de moins grand que ce que tu pensais. Mhm. Ce qui a payé et ce qui t'a ouvert des portes pour faire plus Oui, plus tard, quoi. très clairement. Et si on devait revenir un petit peu globalement sur tous tes projets actuels, donc je te parle de musique, de management, Mhm. de use, de peinture, c'est quoi les choses dont t'es le plus fier aujourd'hui? Moi, je pense que je suis en vrai, et je pense que même mon équipe, etc., pourra le dire. Genre, moi, je suis vraiment fier de pas grand-chose. C'est-à-dire que vraiment, je Éternel pense... insatisfait. Non, justement du à tout. l'inverse. C'est-à-dire Ok. que oui, c'est ça, c'est un peu le paradoxe. Je pense que je suis un peu comme ça sur beaucoup de sujets. Mhm. Mais typiquement, avec mon équipe ou même en général, j'aime pouvoir me dire que venez, on célèbre d'un petit rien en fait. On se réjouit de. Genre la vie est belle, venez, on se réjouit d'un tout petit truc. Typiquement, là, les artistes qu'on a en management ont fait leur première scène et je suis trop heureux, je suis trop fier Mhm. d'eux. Typiquement, quand Use fait complet après pas mal d'événements, Mhm. qu'on arrive à faire complet sans trop sans personne qui bosse le projet en RP, Mhm. que sa commu, RP Relation Presse, du coup. ouais, voilà, relation presse, et que, entre guillemets, sa commu est là dès 5h du matin alors que les portes ouvrent à 20h, et que, Ah ouais. ouais, vraiment, et de voir ça, Ah, voir son public chanter, voir des gens en larmes, genre, là, pour moi, j'étais super fier, mais autant que quand je vois mes gars sur scène hier, oui. euh, autant quand Use aussi, on arrive à passer un cap, une certif. Là, typiquement, on a fait single d'or, single de platine sur épisode 3 Les Mains Libres, qui sont un vrai succès. Mhm. Disque d'or sur son premier album. Donc en vrai, moi je suis fier de tellement de choses. Mais comme tu dis, j'ai carrément à l'opposé été insatisfait parce que, et encore plus là, dans le monde dans Mhm. lequel on est tout de suite un peu en compétition avec les uns et les autres. Et puis il y a beaucoup Ouais. ce truc-là de plus je passe du temps sur les réseaux sociaux à regarder les projets des uns et des autres, plus il y a oh, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire ci, on aurait Ouais, pu bien faire sûr, ça. bien Donc sûr. il y a toujours ce truc-là de est-ce qu'on sera vraiment satisfait un jour Un jour. à fond, je sais pas, mais en tout cas d'un point de vue fierté, je suis très très fier de mon équipe, Mhm. je suis très fier de mon associé, très fier de Use aussi. Donc Ok. voilà. Et si on doit revenir un petit peu sur comment tu gagnes ta vie, les contrats, etc. Mhm. Comment ça se passe? Du coup, aujourd'hui, tu es CM chez Play2. Mhm. Tu as parlé tout à l'heure de prendre des pourcentages sur la vente des tableaux. Mhm. Comment ça se passe en contrat avec Play2 pour Use, etc. Mhm. Comment est-ce que toi, tu arrives à vivre de ça aujourd'hui? Ça va être quoi les contrats, les pourcentages Mhm. Par rapport en fait typiquement à Playtoon, donc j'ai un fixe Ouais, globalement, donc sur les trois entités que sur j'ai le community expliquées tout à l'heure. management. Community management et sur un peu de créa, etc. Donc Ok. typiquement sur le Music Lab j'avais fait le logo, Mhm. j'ai fait les 3 chartes graphiques, Ouais. pas mal de petits formats, etc. Donc en soi sur tout ce que je fais sur Playtoon, sans parler du projet Use, Mhm. c'est vraiment un fixe que j'ai depuis Ok. à peu près 2 ans à peu près là-dessus. Ok. Après sur Use j'ai un fixe également Ok. sur donc tous les mois mensuellement pour la communication. Mais qui regroupe uniquement la communication d'un point de vue réseaux sociaux, voilà quelques petits formats, quelques petits posts, etc. Ok. Et après à côté de ça, à chaque fois qu'il y a tout ce qui va sortir à l'image sur Use, Mhm. donc cover, merchandising, affiches de tournée, toutes ces Mhm. choses-là, c'est des choses que je facture après à côté. Ok. Donc ça c'est vraiment des suppléments que j'ai à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment sur Use j'ai un fixe, sur Playtoo j'ai un fixe. Et Mhm. après, typiquement, quand il y a d'autres projets, création C'est de la cover, facturation, etc., ouais. je facture en plus. Ok. Je gère un peu le projet, c'est-à-dire je bosse beaucoup avec ces chefs de projet. Je dis ces chefs parce qu'il en a eu différents. Il Ok. a eu d'abord Max, après Guillaume qui est parti dernièrement, et là Alexandra, donc chez Playtoo, qui a récupéré le projet. Mhm. Et donc je supervise un peu ça, c'est-à-dire que je vois après avec le chef de projet combien on a de budget pour typiquement là par exemple sur J'oublie, Ouais. combien on a de budget pour typiquement la créa, la photo, tout ce qui est DA, etc. Mhm. Également, est-ce qu'il faut une vidéo lyrique, est-ce qu'il faut du concept, voilà. Donc je demande un peu le budget. Après moi je vois après moi de mon côté avec les différentes personnes avec qui je travaille Mhm. et euh, et, euh, et voilà comment ça se passe. Ok. Et du côté management, du coup?
Et du côté management, avec du coup avec notre société avec Clémence, et ben on a un pourcentage forcément, 15%, ça va de 15 à 20% normalement en management. Ok. Donc c'est sur tous les revenus que génère l'artiste. Mhm. Et après sur les projets qu'on a en distrib, c'est 25%, c'est un cut, on prend 25% sur Ok. sur les projets qu'on distribue. Et donc c'est sur des contrats à peu près qui durent 5 ans, donc sur un projet qu'on Ouais. distribue. Et c'est après c'est normalement, sauf si typiquement une maison de disques veut racheter par exemple le catalogue de l'artiste, et Mhm. justement dans ce catalogue-là il y a le projet qu'on a distribué, bah justement soit on lègue, soit on vend, etc. Mhm. Soit le contrat on le renouvelle, et donc on est reparti pour pareil pour la distrib, pour continuer Ok. sur ce projet-là. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, c'est des choses que Ouais. nous, d'un monde un peu plus extérieur Mhm. de la musique, qu'on connaît pas forcément. Et du coup, aujourd'hui, ça va être quoi tes perspectives d'avenir, la vision que tu as un petit peu de tout ça, de cet univers, Mhm. vers quoi tu aimerais tendre et évoluer. C'est quoi ton plan? Mon plan, je pense que d'un point de vue purement beaucoup plus concret, les plans à court terme, c'est beaucoup plus mon associé Clémence qui les a, très, très Mhm. clairement. Moi, on va dire, c'est des projets beaucoup plus au long terme, mais bien sûr on a l'ambition, elle comme moi, et même avec les artistes avec qui on travaille, de vraiment avoir, parce que pour le moment, dans cette société-là, comme tu t'en doutes, de toute façon, c'est que des projets en développement qu'on a en Mhm. management. Donc, c'est pas quelque chose, entre guillemets, qui nous permet de vivre. Mais après, voilà, moi, j'ai mes projets à côté, comme je t'expliquais, Ouais. mon associé, pareil. Donc, c'est pas sur quelque chose, entre guillemets, sur lequel on compte, en tout cas, pour le moment, même si, bien sûr, on Mhm. travaille là-dessus. Mais, sur l'avenir, moi, typiquement, quand je vois, et j'ai pu justement parler dernièrement au fondateur de Play2, un des deux Mhm. fondateurs, qui était descendu justement dans le sud de la France pour une réunion avec Hughes. Ok. Et donc, j'ai pu lui poser justement pas mal de questions par rapport à ses débuts, à comment il a Mhm. créé, etc. Nanana. Et justement, j'ai vraiment l'ambition, sans paraître vraiment prétentieux, mais bien sûr que oui, on a envie d'avoir la même chose, en fait. C'est-à-dire Ouais. que d'avoir une société aussi grande, peut-être d'avoir, pour le moment, tu vois, en termes de, on est deux dans notre boîte, on avait pris un stagiaire il y a à peu près 1 an, je crois. Mhm. On va peut-être commencer à réfléchir peut-être à prendre un alternant ou Ouais. quoi. Et là, on a aussi un graphiste qui bosse avec nous sur tout ce qui est charte graphique donc du label, sur les réseaux sociaux, également aussi sur un site internet. Mhm. Mais vraiment, en tout cas, par rapport à la musique, c'est vraiment continuer à se développer, continuer de signer des projets en distrib, continuer de s'investir autant sur des projets qu'on a en management. Après, Mhm. le seul petit problème là-dedans, c'est qu'on est deux, et même sur 3-4, on s'en sort. Mais je veux dire, ça demande tellement de travail et d'investissement, etc., qu'on peut pas non plus en prendre Bien sûr. des millions. En fait, c'est pas Bien possible sûr, pour le bien sûr. moment. Donc, mais voilà, typiquement, c'est ça, c'est continuer de prendre des projets en distrib, peut-être pareil sur de la production, voilà, Mhm. s'élargir peut-être un peu là-dessus. Et sinon, contrairement enfin, aux opposés même là de la musique, j'aimerais beaucoup aussi ouvrir une galerie chez moi dans le sud, Ok. parce que je commence beaucoup à mon niveau, bien sûr, à mon Ouais, échelle, ouais, à, bien à sûr. collectionner. Je veux dire, j'ai déjà acheté là deux petites, une toile d'un artiste sur Paris qui s'appelle Gianni, que j'ai rencontré via mon amie Pauline, D'accord. et également un artiste un peu plus implanté qui s'appelle Étienne Quesnay, Mhm. que je trouve trop trop fort. Et j'ai acheté voilà deux petites peintures de ces Ok. artistes-là. Et donc je commence déjà, et j'ai aussi beaucoup de toiles forcément de Casper. Et donc ouais, j'ai déjà ce truc-là un peu de vouloir collectionner déjà à mon Ouais. niveau, avec bien sûr mon budget. Et donc bien sûr que j'adorais pouvoir ouvrir quelque- voilà, une galerie chez moi dans ma ville, où Ce où serait j'ai un petit grandi. aboutissement. Ouais, vraiment. Et même à l'échelle locale, au niveau local, de pouvoir Ok. même faire quelque chose ouais, pour ma ville. Ouais. D'un point de vue Mhm. peut-être musique, on commence à y réfléchir peut-être avec mon associé. Ok. Après, c'est petit, mais on a quand même envie de faire des choses. Il y a quand même un collège, un lycée. On a quand même envie de faire quelque chose d'un point de vue local. Il y Ouais. a quand même des événements qui se passent, des petits festivals. Et on a envie de s'implanter là-dedans. Mais typiquement, c'est ça qui est le plus fou. Hormis quelques petits contacts, justement, Faz, donc ça, c'est le propriétaire d'une galerie aussi à Serré, donc Mhm. galerie le 27. Mais tous nos contacts, la plupart du temps, on les a sur Paris. Et typiquement, ça me rend un peu fou de me dire que j'ai Ouais. plus de force, c'est un grand mot, mais j'ai plus de contacts, de débouchés sur Paris. J'arrive plus à me linker avec les gens ici. Tandis que dans Serré, chez moi, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Ouais. Mais bon. Dans tous les cas. Oui, voilà. Après, Dans tous les cas, mais dans tous les voilà, cas. tu vois, c'est pour ça que. Mais il y a tellement d'autres projets sur lesquels j'aimerais me mettre. Là, on va typiquement sortir du merch aussi pour notre boîte. Parce qu'à Mhm. l'époque, il y a très longtemps, j'ai aussi un projet purement de sap. Et c'était Ok. justement, juste uniquement au Boulevard du Spleen. Et après, on a monté cette entité Boulevard du Spleen Records. Donc, ouais, la suite logique des choses, Mhm. vu qu'on a commencé à bosser dans la musique.
mais j'avais déjà un projet un peu de sap là-dedans, donc purement de la sérigraphie, des trucs un peu brodés, des trucs, Ok. où c'était purement le projet un peu au début, c'était purement de mettre en lumière tout ce que je t'expliquais par rapport à chez moi, donc tous les artistes qui sont venus, qui ont marqué un peu via leur peinture, etc. Donc, et j'avais vraiment envie de rendre hommage à chez moi, aux gens que j'aime, avec qui j'ai grandi, à ma famille, à ma ville, très clairement, en fait. Donc, Ok. je pense que c'est quelque chose que je vais faire par la suite. Parce qu'à l'époque, quand j'avais fait ça, j'avais tout dilapidé, j'avais tous les vêtements, j'avais dilapidé ça un peu à droite à gauche avec Ouais. des mannequins, des modèles photos, mais j'étais encore trop jeune à ce moment-là. Mais là, on devient quand même un peu plus sérieux, un peu plus professionnel, donc on a quand même envie de faire. Ouais, donc c'est pour ça que tu me parlais de mes objectifs, des choses que j'ai envie de faire pour plus tard. Ça serait un bel Beaucoup de aboutissement. choses, ouais. De toute façon, il faut être ambitieux, même Oui. au niveau de la créa et tout. Ouais. C'est important. Bah, écoute, Vince, je pense qu'on arrive sur la fin. Tu nous as déjà raconté pas mal de choses. C'était Ouais. très cool. Est-ce que tu aurais potentiellement des personnes à nous recommander pour passer sur le podcast? Des tonnes de personnes. Et typiquement, avant de venir, je te l'ai même pas dit en off, j'en ai parlé à mes parents Ouais. avant de partir sur Paris. Ok, Et je leur ai dit, justement, je vais faire un podcast, etc. Ok. Donc, je t'ai présenté, etc. Et ils me disent, ma mère, elle me dit, c'est super. Et mon père me dit, et pourquoi toi, en fait? Enfin, mon père, il me dit, mais purement sérieux, hein, pas du Ouais, tout ouais. méchamment, il me dit, mais ça intéresse qui, en fait, Ouais, bien sûr. que moi, je parle de mon parcours. Et justement, je voulais, même au début de l'interview, je pensais te poser cette question-là, Ok. ça intéresse Et il y a qui? beaucoup de gens que je contacte qui disent, mais ça sert à rien que je vienne, j'ai rien Ouais. à dire. Oui, oui, oui. Ah si, les gars, c'est vous qui êtes au cœur de tout, en fait. Mmh. C'est les hommes de l'ombre. Donc ouais, mon père me dit ça, et puis je rigole un peu, ça met une autre pression, parce que Ouais. j'avais un peu la pression, mais ça me met une autre petite appréhension. Et je lui dis, je sais pas, je lui dis, je vais parler peut-être de mon parcours, du fait que, voilà, même, je veux dire, je suis pas diplômé, j'ai pas fait Mhm. d'études, et puis malgré tout, avec un peu de volonté, avec aussi un peu cette envie aussi de laisser une trace, de vouloir créer, de vouloir, de faire toutes ces choses-là, on peut quand même arriver à des choses, quoi. Donc c'était un peu donc j'ai expliqué ça à mon père, que c'est peut-être, par rapport à mon parcours, qui est peut-être un peu plus différent et moins dans les standards, dans les critères un peu plus droits. Donc, voilà. Beaucoup de ce milieu-là, au final, n'ont pas fait forcément Ouais, non, d'études, c'est vrai. etc. C'est vrai, c'est vrai. Quand je reçois David Delaplace la dernière fois, pareil, Ok. pas beaucoup d'études. Enfin, même la majorité des personnes avec qui je parle, quand tu vois tout bête, mais des réalisateurs aujourd'hui qui font des grands films qui étaient soit anciens flics, soit anciens braqueurs Ok. et tout. C'est des mecs c'est juste qu'ils ont ils ont la niaque. Ouais, bien sûr. Ils ont l'envie, la détermination. Et c'est pareil, moi j'ai fait un bac plus 3 juste pour faire plaisir aux parents. Bon, mon DUT c'était pour moi, ok, j'ai bien appris. Ma licence pro en cinéma, j'ai rien pipé de plus que ce que je savais déjà. Même pas des contacts. Ouais, des contacts vite fait, mais après c'était tout en autodidacte. Même à côté de l'école, je suis en autodidacte. Ok. Donc au final, c'est toi et ta volonté Ouais, bien sûr. qui fait tout. C'est quand même d'un point de vue, et c'est justement ça où je voulais en venir, et c'est ce qui me mettait un peu la pression un peu de venir. Moi, et je pense que, et c'est peut-être, ça touche peut-être les personnes aussi qui justement sont pas passées par des circuits dits traditionnels. Ouais. D'avoir un peu ce sentiment un peu de l'imposteur, ce truc-là, de se dire, Beaucoup. j'ai pas de bagage, j'ai pas fait de grande école, j'ai pas. Donc c'est un peu ce truc là parfois, et je pense que moi je combats contre ça très régulièrement, avec cette petite voix, ces petites pensées qui me dit genre qu'est-ce que tu fais là, quoi, qu'est-ce que tu fous là, ça a pas de sens. Mais et puis parfois je me dis à ma manière j'apporte peut-être une plus-value, ou du moins c'est un autre regard, c'est une autre vision, et puis c'est un autre parcours. Et puis justement c'est comme ça avec mon associé Clémence, justement, où on se complète là-dedans. Elle a une vision très académique, forcément elle sort d'une très grande école, et puis j'ai un peu plus de trucs on va dire que voilà, je vais plus être dans le contact physique, le DM, Instagram, etc. Elle va être plus dans le corporate, mail, etc. Donc dans des échanges dits plus formels, enfin formels. Donc plus froid. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est bien aussi ce mélange. En plus, je trouve c'est ouais, ça c'est que clair, je trouve cool, ce mélange entre. Donc compromis. Ouais. Et du coup, si t'avais des personnes à nous recommander, j'en ai tellement. Bah, déjà mon associé, Clémence, vraiment, qui est là. Si vraiment tu veux un truc beaucoup plus poussé entre guillemets sur de la distrib, sur vraiment sur toutes ces choses-là, je pense que c'est vraiment la meilleure là-dedans. Clémence comment? Clémence Perrin, ouais. Donc présidente de Boulevard du Spin Records. D'accord. Et c'est toi qui as fait la DA d'ailleurs du compte, tout ça. Ouais, on a bossé trop ça. cool.
Et qui j'ai. Qu'est-ce que je peux aussi Tu m'avais dire? parlé Dorian. Dorian. Dorian également, qui a remporté là dernièrement la flamme de la meilleure cover de l'année, je crois que Ouais, c'était ça. avec Justman. Exactement, que j'adore et que je trouve trop talentueux. Qui d'autre Mon amie Pauline aussi, qui est photographe, qui est très Ok. très forte. Là d'ailleurs, justement, elle a fait sa première parution dans l'officiel, je crois, c'est le magazine. Je crois D'accord, ouais. donc elle a, je sais pas combien de photos elle là-dedans. Enfin bref, et qui est très très forte aussi dans tout ce qui est DA, dans tout ce qui est photo. Elle a vraiment une super vision. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, on a déjà 3 invités, ça va être pas mal. Ouais, vraiment. Ouais, si Mais t'en as, là, y a honnêtement, j'avais plein de noms. Je me suis dit, on va lancer une vingtaine à la suite et il va pouvoir piocher, etc. Mais Ça, ce soir, je vais recevoir une liste Instagram avec 20 noms. ah ouais, non, vraiment, vraiment. Et même mon associé avec qui je bosse énormément Ouais. sur tous les projets en DA, donc Théo Scapesci de Studio 450 FM, Ouais. très talentueux, très très fort, à la fois sur la 3D, sur de la DA, très Ok. très fort. Donc Trop voilà. cool, trop cool. Également Hugo Rita aussi qui bosse avec nous, donc le graphiste Ouais. qui bosse avec nous sur le boulevard en ce moment, qui fait là toutes les affiches pour les garçons, pour les festivals, qui bosse aussi sur toute la charte graphique du label. Donc ouais. J'ai dû oublier plein d'autres gens, je vais m'en vouloir après, mais Ouais, de toute façon, tu m'enverras un message. ouais, ça C'est marche. sûr ça marche. Il y a plein de trucs à faire. Et du coup, si on devait terminer sur un conseil pour ceux qui veulent se lancer ou un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à Elle est partager? dure celle-là, j'aurais dû réfléchir. Sur le chemin, j'aurais dû réfléchir. On a parlé beaucoup de se faire tout seul, d'avoir la niaque, etc. Un conseil, je pense que c'est vraiment, et ça va être bidon, mais je pense que la moitié des gens qui arrivent à cette question-là, ils doivent dire un truc un peu bateau. Enfin, je sais pas, c'est dur de sortir quelque chose d'un peu plus original ou quoi. Moi, ce serait plus s'ouvrir un peu au monde, quoi, s'ouvrir un peu aux gens, avoir cette envie, non pas de typiquement. Moi, j'en parle aussi avec des gens, des amis ou autres, typiquement la plupart des gens par exemple qui vont regarder un film, ça va être purement du divertissement, alors que non. Et typiquement, voilà, c'est vraiment envie je pense que c'est vraiment avoir l'envie de s'ouvrir un peu au monde, de s'ouvrir un peu aux gens, même si on vient des petites villes, des petits bleds, etc., de vraiment avoir envie de rencontrer d'autres personnes, d'autres artistes, pouvoir échanger là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça là-dedans. Et je pense que les artistes qui fonctionnent, c'est aussi les artistes qui ont réussi à s'entourer, quoi, vraiment à avoir ce truc-là de pouvoir s'entourer de telle ou telle personne, de pouvoir apprendre au contact avec d'autres artistes, d'autres créas. Donc moi, je dirais avant toute chose, avoir cette envie-là, ce truc de s'ouvrir aux gens, quoi, de vraiment pas avoir ce truc-là, de se dire ouais non, j'ai pas envie genre de pas avoir cette appréhension-là, de se dire tiens, qu'est-ce que cette personne va penser de moi si je viens et que je sais pas, je me présente, etc. Est-ce que ça fait pas un peu trop prétentieux ou un peu Ouais, je vois. Moi, je pense que c'est vraiment ça que je pourrais conseiller, vraiment avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, Foncer, de voyager, s'ouvrir au monde. ouais, vraiment, ce serait vraiment ça, ouais. Je dis ça parce que moi, dans mon cas, c'est ce qui m'a fait, Ouais, bien sûr, parce que j'étais dans mon petit village où j'avais un peu peur de l'inconnu, peur des gens, et ce qui m'a vraiment changé là-dedans, c'est toutes ces rencontres, hein. Vraiment, ça a vraiment été ça. Vraiment, moi, un peu le facteur chance, honnêtement, avoir cette envie-là aussi, mais la chance, tu la déclenches au final. oui, voilà. Mais c'est surtout les rencontres, ouais. Vraiment. Bah écoute, merci beaucoup Vince. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, c'était très cool pour nous. Vraiment, c'était super bien. Et puis, bah écoute, à la prochaine. À la prochaine.